car nous étions déjà enfermés, dit le philosophe Abbé Nour Bidar. Mais nous ne le savions pas, ou pas encore assez. Ce Covid si vite apparu aurait-il le pouvoir de nous libérer, de nous ouvrir à nous-mêmes? Il y a du boulot. On dansait sur la terre, on dansera au fond des eaux. Viens, dit-elle. C'est la fête patronale au Kerdec. Yvon, le roi des Bignoux, fait vibrer la grève et la montagne, mais au soir, vers le soleil mourant, le doux et son refrain, le noir et la campagne. Je pense que le confinement qui nous a été imposé est, au niveau mondial d'ailleurs, pas seulement au niveau français, un test incroyable de soumission à l'autorité. Vous savez, ces tests qu'avait fait dans les années 50-60 Stanley Milgram, un sociologue américain, qui poussait des gens à obéir. Et ils obéissaient tous. Ils devaient envoyer une impulsion électrique qui, soi-disant, électrocutait en fait un acteur, et ils allaient jusqu'au bout, parce que celui qui donnait des ordres avait une blouse blanche et avait autorité. Eh bien, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ça. Dans le confinement, on nous fait obéir à des ordres dont nous n'avons aucun moyen de vérifier le fondement. Il n'y a pas de voix qui puisse s'y opposer, et au nom de la sécurité, nous courbons la tête et nous faisons ce qu'on nous dit de faire sans rien savoir en réalité. Et ça, je pense que ça porte en soi quelque chose de terrible, parce que c'est de façon très profonde, très secrète, habituer la population
à obéir, à ne jamais contester, à ne jamais réfléchir surtout, et à être, comme on dit dans l'armée, le petit doigt sur la couture du pantalon. C'est ça que m'inspire ce confinement. Qu'est-ce que c'est l'individualisation? C'est le fait de se sentir de plus en plus des individus qui peuvent faire les choix de leur vie. Nous élevons aujourd'hui les enfants et nous sommes en tant qu'adultes convaincus que nous avons tous les choix. En tout cas, avant le Covid, c'était comme ça. On pouvait choisir nos études, on pouvait choisir notre conjoint, on peut choisir d'avoir des enfants, et maintenant on va bientôt choisir l'heure de notre mort. C'est beaucoup pour nos petites épaules d'humains, c'est vraiment beaucoup. On ne nous prépare pas. Sophie Braun, bonjour. Vous êtes psychanalyste et psychothérapeute. Vous venez de publier La tentation du repli aux éditions Mots Conduits. Comment les choses se passent-elles pour ceux de nos compatriotes qui sont aussi, pour certains, vos patients qui considèrent que ce déconfinement ne va pas de soi? Il y a aussi la question des fragilités psychiques. Les gens qui étaient déjà angoissés et fragiles sont évidemment ressortis encore plus fragiles de cette période. Après, si l'épidémie se répand, l'épidémie d'isolement et l'épidémie de solitude, et cela on le voyait déjà bien avant effectivement la pandémie, c'est quand même parce qu'il y a des causes sociales. Je pense qu'il faut que la psychanalyse aujourd'hui sorte de la question de l'intime en tant qu'intime isolé et commence à se poser la question, ce que plein de psychanalystes font par ailleurs, de quelles sont les causes sociales qui interviennent et comment est-ce que les psychismes individuels métabolisent ces causes sociales. Après cette période étrange et douloureuse de confinement, qu'allons-nous faire? J'entends beaucoup d'appels ces derniers jours pour que la vague de cette pandémie produise, dans notre humanité souffrante et égarée, un choc de conscience. Ces voix veulent croire que la terrible épreuve que nous traversons tous à l'échelle planétaire, plus de 3 milliards de personnes déjà confinées sur tous les continents, va être salutaire, qu'elle sera la chance paradoxale, l'opportunité terrible qu'il nous fallait. Edgar Morin espère ainsi que l'événement nous fasse, je cite, « ressentir plus que jamais la communauté de destin de toute l'humanité ». Car nous étions déjà enfermés, mais nous ne le savions pas, ou pas encore assez. Enfermés dans un système de société et de civilisation devenu, je l'ai dit, absolument insensé, qui nous fait tourner sans fin dans la roue du travail et de la consommation, qui ne se préoccupe que de nous faire fonctionner comme des robots toujours plus performants, de nous élever en batterie comme du bétail, comme un bétail qu'on fait trimer ou qu'on engraisse et qu'on confine lorsqu'il faut protéger sa force de travail pour garantir ainsi l'avenir de ce qu'elle rapporte à une caste de super riches qui confisquent l'essentiel de la richesse produite. Croit-on donc que la fin du confinement sera la fin de l'enfermement? Croit-on qu'en ressortant de chez nous, on va s'échapper de la vraie prison où nous maintient le système? Il faudrait, me semble-t-il, être bien naïf pour le croire. La réalité est que nous n'allons faire que rejoindre notre régime habituel d'enfermement. Et on peut raisonnablement prévoir que ce régime va se durcir dans des proportions inconnues jusqu'ici, jusqu'à l'insupportable. Pourquoi? Parce que le système va mettre tout le monde à marche forcée pour faire repartir l'économie. Il va vouloir récupérer l'argent qu'il a perdu et nous édifier pour cela avec des grandes leçons de solidarité collective, tout en n'oubliant pas, bien sûr, de culpabiliser et de punir les mauvais tirs au flanc qui essaieront de se soustraire au saint effort de rembourrer les côtes amaigries
du veau d'or. Nous sommes aussi tenus par une situation sanitaire, il ne faut pas l'oublier. Malgré tout, en ce moment, Elisabeth Borne, quand même, les chiffres sur le plan sanitaire sont stabilisés, la situation s'améliore et pourtant le pass sanitaire est prolongé. Franchement, appelez-le tout de suite pass politique. Alors attendez, le pass sanitaire on n'a pas dit qu'on allait le prolonger jusqu'au mois de juillet 2022. On se donne la possibilité, si on en a besoin, oui, là vous me de faites pouvoir des le remettre en place. Enfin, non, je vous assure. Vous ouvrez la porte à une prolongation. On ouvre la porte à une prolongation. En quoi est-il sanitaire ? Je ne comprends pas. Donnez-moi un argument qui montre que ce pass est encore sanitaire et n'est pas un pass politique. Mais vous savez, si on a pu l'été dernier, alors qu'on avait certains départements où on avait un taux d'incidence de 500, de 600, de 700, maintenir ouverts les restaurants. L'été dernier et aujourd'hui. Oui, mais ça reste vrai. Hein. Non, nous n'avons pas du tout les mêmes chiffres. Alors, on n'est pas du tout à ces chiffres-là. Et évidemment, dès qu'on le pourra, on allègera le pass sanitaire. Ça, c'est très clair. Aujourd'hui, le Conseil scientifique nous dit soyez prudents parce qu'on sait qu'avec ne vous abritez pas derrière le Conseil scientifique. Ah bah écoutez, on écoute ce que nous dit le Conseil scientifique. Mais vous regardez les chiffres aussi, vous les voyez. Depuis tout à l'heure, vous citez des chiffres. Je peux vous assurer que si la situation sanitaire reste favorable, ce qu'elle est aujourd'hui, malgré l'arrivée du froid de l'automne, évidemment, on allègera le pass sanitaire. On veut aussi avoir pour les prochains mois la possibilité, si c'est nécessaire... Voilà, ça s'appelle une opportunité politique à l'approche des présidentielles. Mais on peut le comprendre. Vous savez que le Parlement ne siège plus à partir de la fin du mois de février. Donc si on se retrouvait sans la possibilité de mobiliser ce pass sanitaire au printemps prochain et qu'on ne puisse pas garder ouverts les restaurants, les salles de sport, les cinémas, je pense que tout le monde serait pénalisé. Est-ce qu'on peut perdre Elisabeth Borne sans pass sanitaire ? The thing on this table isn't human. Its cries are human. Do you know what it is, what I began with? No. An animal. Well, we may as well discuss this frankly, now that you know the facts. I'm not beaten. Get everything ready. For what? This time I'll burn out all the animal in her. I'll make her completely human. No. Avec Marc Fauvel sur France Info, Pascal Crépet, enseignant-chercheur à l'école des hautes études de santé publique à Rennes. Le gouvernement veut garder tous les instruments en main pour contrôler le virus le plus possible. La prolongation du pass sanitaire au-delà de la présidentielle jusqu'à l'été est examinée aujourd'hui à l'Assemblée.
Prolongation de 8 mois, donc l'opposition trouve ce délai beaucoup trop long, surtout s'il n'y a pas de contrôle du Parlement d'ici au mois de juillet. Le gouvernement appelle également ceux qui ont droit à une 3e dose, le rappel, à en profiter. 6 millions de personnes éligibles, seuls 2 millions ont subi la piqûre. Le début de la campagne de vaccination contre la grippe est par ailleurs avancé à vendredi pour faciliter l'administration au même moment des 2 vaccins. Mesdames et messieurs, si vous savez... Bien, je vous en prie, dites-nous. L'amiral, mesdames et messieurs, voici l'amiral. Dieu vous garde, messieurs. J'ai fini par entrer dans mon uniforme et je vous donne même de rentrer tout de suite. Monsieur le baron de Contremarche. Oh, ce cher baron. Votre habit a craqué dans le dos. Votre habit a craqué dans le dos. Mon habit a craqué dans le dos. Et son habit a craqué dans le dos. Ah, voyez donc cet uniforme. Je lis. N'aurions-nous donc émergé dans la conscience que pour sombrer dans la plus noire inconscience, comme si la vie, après nous avoir portés à bout de bras jusqu'à la lumière, se laissait retomber en arrière, épuisée. À première vue, cette idée pessimiste et déprimante d'un déclat ou sénescence de l'esprit par ankylose générale de la masse humaine n'est pas sans quelque apparence de vérité. Il pourrait attraper un rhume. Rejette désespérément sous nos yeux tant d'êtres humains vers des formes d'individualisme et de nationalisme désormais périmées. Désormais périmées, croyait Teilhard, elle se montrait bien optimiste. Mais il parlait bien de conscience, pas de cervelle égotiste ou égoïste. L'humanité se trouve prise, virgule, ainsi qu'en un engrenage, virgule, au cœur d'un vortex toujours accéléré de totalisation sur elle-même. Voilà le fait brutal. Il a craqué dans le Au revoir les enfants. À bientôt. Spécifiquement les cellules cancéreuses et pas les autres. Et donc, ça passe aussi par une délivrance de matériel génétique qui utilise comme vecteur des virus recombinants, tels que les adénovirus. Et il y a eu un certain nombre d'essais cliniques en Belgique, par exemple, d'immunothérapie, qui ont conduit à de l'immunotoxicité, c'est-à-dire des réponses immunitaires indésirées,
qui peuvent aller de la maladie auto-immune à des choses beaucoup plus méchantes encore et beaucoup plus sévères, comme une réponse inflammatoire systémique fatale qui a provoqué, dans le cas d'un essai de thérapie génique sur 18 personnes, eh bien l'une de ces 18 personnes a été, à cause du virus, a eu une réaction, une réponse inflammatoire systémique fatale qui a conduit à sa mort. Donc, évidemment, une personne sur 18, bon, voilà, ça mérite quand même même si c'est pas un effectif peut-être suffisant pour faire des statistiques, mais en tout cas suffisamment inquiétant pour prendre des précautions, dès lors qu'encore une fois, on va ici vacciner massivement et donc un très grand nombre de personnes. Donc, risque d'insertion pour les vaccins à ADN, risque d'immunotoxicité, vaccin à ADN qui utilise en fait un vecteur qui est un virus recombinant, immunotoxicité liée à ce virus recombinant. Et enfin, je vais terminer par un risque qui est commun aux vaccins à ARN et aux vaccins à ADN. L'intérêt de l'ARN, c'est qu'il ne peut pas s'intégrer dans l'ADN. Des gens disent qu'il ne peut pas rejoindre les chromosomes. Bon, c'est pas si simple que ça, s'il peut les rejoindre, mais il ne pourra pas s'insérer dedans. Il ne pourra pas aller s'insérer, ça c'est clair, de l'ARN ne peut pas s'insérer dans l'ADN et vice-versa, comme je l'ai déjà précisé. Par contre, il y a un risque qui est totalement, qui est commun à l'ADN et à l'ARN, donc que ce soit le vaccin de Pfizer, BioNTech et Moderna ou le vaccin d'AstraZeneca ou Sputnik, eh bien, c'est le risque de recombinaison virale. C'est quoi la recombinaison virale? Il se trouve que les virus adorent échanger du matériel génétique entre eux. On fait semblant de croire que la société n'est pas constituée d'individus, lesquels sont fortement conditionnés par la société. On tourne en rond. On tourne en rond quand on ne comprend pas qu'il faut comprendre, qu'il faut avoir conscience au-delà des discours de nos despotes, qu'il faut se convaincre de notre qualité d'animal doté d'une âme plutôt qu'à des cerveaux à diriger le virus du commandement. Lorsque, sous l'échec répété de nos tentatives pour briser le cercle qui sur nous se resserre, l'évidence se fait enfin jour dans nos esprits que les forces de rapprochement qui nous assiègent pourraient bien n'être pas un accident temporaire, mais l'indice et l'esquisse d'un régime permanent en train de s'établir pour toujours dans le monde où nous vivons. Une crainte réellement mortelle tend à s'emparer de nous. Crainte de perdre, au cours de la transformation qui s'annonce, la précieuse étincelle de pensée si péniblement allumée après des millions d'années d'efforts, notre petit moi.